l'IDAT a choisi d'organiser son DigiWorld Summit 2014 sur le thème Mobility Reloaded, avec l'idée qu'on n'avait encore rien vu dans le domaine de la mobilité, du mobile, de l'Internet mobile. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, assez. Je pense que ce qu'on observe aujourd'hui dans ce monde numérique, c'est quand même l'extraordinaire développement des usages mobiles. Si on prend l'exemple des réseaux sociaux, par exemple, Facebook ou Twitter aujourd'hui réalisent l'essentiel de leurs transactions sur le mobile. Google aussi, par exemple, et je pense que c'est vraiment autour de la mobilité qu'on va trouver sans doute la nouvelle frontière du numérique. Le smartphone, c'est une expression que j'aime bien utiliser, va devenir de plus en plus la télécommande de la vie. Et pourtant, si la mobilité vient renforcer l'assise des grandes plateformes de l'Internet, en même temps, quand on regarde les comptes des opérateurs, le chiffre d'affaires, les marges, on n'a pas l'impression que la 4G, par exemple, a radicalement changé la situation des opérateurs mobiles en Europe. Alors c'est vrai que la mobilité est un peu victime de son succès, d'une certaine façon, puisque aujourd'hui, plus personne ne peut se passer d'une connexion mobile. Et donc, c'est assez naturellement que c'est là, je dirais, que c'est porté l'essentiel de la pression concurrentielle, l'arrivée des nouveaux opérateurs qui ont eu cet effet sur les prix et sur les marges. S'agissant de la 4G, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est quand même un grand succès populaire. Nous aurons largement plus de 3 millions de clients 4G en France, par exemple, à la fin de l'année, alors qu'on l'a lancé il y a que quelques mois. C'est aussi une expérience pour les utilisateurs qui est très bonne. Et donc, les retours d'expérience sont excellents. Après, sur le modèle économique, il ne faut pas s'attacher uniquement au prix des forfaits. Je rappelle quand même qu'en ce qui nous concerne, nous, Orange, nous avons décidé de maintenir une prime de 3 € par mois sur l'essentiel de nos forfaits 4G. Mais ce qu'il faut regarder aussi, surtout, c'est le revenu additionnel que ça génère. Ayez juste ce chiffre en tête qu'un abonné 4G en France consomme à peu près 2,5 fois plus de data par mois qu'un abonné 3G. Donc ça veut dire beaucoup plus d'usage. Voilà. Et puis alors, dernière chose aussi, la 4G, on ne l'a pas fait uniquement pour des raisons économiques, on l'a fait aussi presque surtout pour des raisons capacitaires. Et par exemple, aujourd'hui en France, on a près de 30% du trafic data sur notre réseau qui passe sur la 4G. Parce qu'on a besoin, vous savez que le trafic data explose, il double à peu près tous les 15 mois en volume, et donc on avait absolument besoin de soulager, si on peut dire, le réseau 3G par l'arrivée de la 4G. À l'IDAT, depuis déjà un certain temps, on pense que la consolidation est une étape indispensable sur le marché européen des services de télécom. Vous-même, vous avez souhaité une consolidation en France. Elle vient d'intervenir, ou elle devrait se concrétiser en Irlande et en Allemagne. Ce qui est en Allemagne en particulier particulièrement significatif. En même temps, il y a des remèdes importants qui ont été proposés et imposés par la Commission européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je trouve que c'est une bonne... Le jeu en vaut la chandelle. Bien sûr, c'est ça la question. Ouais. Mais je commencerai par dire que c'est plutôt une bonne nouvelle que la Commission ait autorisé ces opérations de concentration. Parce qu'après tout, on peut se demander s'il y a 5-6 ans, ça aurait été le cas. Je pense que le risque qu'il y ait une interdiction pure et simple était grand. Donc, j'interprète plutôt positivement le fait que même avec des remèdes, la Commission a quand même autorisé toutes les opérations, en vérité, dont elle a été saisie dans le secteur. Après, il y a la question des remèdes. En fait, quand on regarde ces remèdes, ils portent essentiellement sur les MVNO et sur la place qu'on peut laisser, notamment en termes de spectre, aux MVNO, voire à de nouveaux entrants futurs. Ce qui, évidemment, on peut comprendre le raisonnement. Donc l'idée, c'est quand même de se donner une possibilité de maintenir ou de renforcer la pression concurrentielle si jamais on estime qu'elle n'est pas suffisante. En même temps, c'est un peu théorique, parce que pour que ça puisse devenir une réalité de marché, encore faudrait-il qu'il y ait des MVNO qui le saisissent, cet espace, qui investissent pour, ou de nouveaux opérateurs. Voilà, donc je pense qu'il faut relativiser aussi un peu la portée de ces remèdes. Ils sont importants, et quand on interroge d'ailleurs nos collègues de Telefonica en Allemagne notamment, ils nous disent que c'est un peu la limite de ce qu'ils pensaient acceptable, mais que malgré tout, c'est un mouvement très positif que d'avoir autorisé cette consolidation. Et pour rester néanmoins dans ce registre de l'Europe des communications,
quelles seraient les conditions qui feraient que l'Europe serait en tête au rendez-vous de la 5G, ce qui évidemment n'a pas été le cas pour la 4G, comme tout le monde le sait. Alors la 5G, on a encore un peu de temps, puisqu'on estime qu'elle devrait devenir une réalité autour de 2020-2022. Pour l'instant, on est dans une phase qui est assez critique, puisqu'on est dans une phase de finalisation technologique et aussi surtout de standardisation. Et donc moi je pense que si l'Europe a un rôle important à jouer, c'est un sujet mondial. Naturellement, ce n'est pas l'Europe qui va faire la 5G, mais elle va participer à la mise au point et ensuite à l'éclosion de la 5G. Il y a un autre grand acteur qui va jouer un rôle important, c'est la Corée. D'abord parce qu'il y a Samsung en Corée, qui est très avancé sur le sujet, et puis parce qu'il y a les Jeux Olympiques aussi qui s'y passent en 2018, et où on peut penser que la Corée va avoir à cœur de démontrer son savoir-faire technologique plus tôt. Moi, je pense qu'il y a deux ou trois écueils on va dire deux écueils à éviter. Le premier, c'est d'aller trop vite. On déploie à peine la 4G. Je pense qu'il est nécessaire de prendre un petit peu de temps pour mettre au point la 5G, de ne pas forcément se précipiter dans une course au record ou à l'expérimentation à tout prix. Je dirais voilà, de prendre le temps de mettre au point ce dont on a vraiment besoin pour cette prochaine génération. Le deuxième écueil, c'est précisément de bien identifier les priorités, et en particulier, qu'est-ce que la 5G va apporter que la 4G n'a pas apporté, ou quelles sont les priorités qu'on va avoir sur la 5G par rapport à la 4G. Moi, j'en vois plusieurs. Il y a d'abord tout le sujet de l'efficacité énergétique. Je pense que on a en ce moment le sommet européen sur le changement climatique. Nous sommes, nous, opérateurs télécoms, des consommateurs d'énergie non négligeables. Et je pense qu'une des choses qu'on attendra, une des prescriptions qu'on fixera pour la 5G, c'est d'être beaucoup plus efficace sur le plan énergétique. Il y a ensuite toute la question des objets connectés et donc de la nécessité d'avoir une norme qui permette de couvrir à la fois les besoins de vitesse et de capacité des smartphones, mais aussi le bas débit avec la très grande quantité d'objets connectés qui va arriver. Et puis peut-être un dernier point qui est la virtualisation totale, puisque d'ici à 2020-2022, tous les réseaux de tous les opérateurs, enfin en tout cas des grands opérateurs, seront passés au tout IP. C'était déjà le cas de la 4G, mais la 5G ira plus loin et permettra au fond d'aller beaucoup plus loin dans la virtualisation, ce qui va donner beaucoup plus de flexibilité aussi dans les services qu'on pourra apporter et les applications qu'on pourra apporter sur la 5G. Alors on va beaucoup parler à Montpellier de la convergence ou de la concurrence fixe et mobile. Comment vous voyez la place du LTE, de l'Advanced LTE, face aux solutions très haut débit filaires, en particulier en fibre optique? Alors nous, on est très convaincus qu'il n'y a pas concurrence, mais complémentarité. On est très convaincus que les besoins de connectivité sont tellement grands et tellement, je vous ai donné quelques chiffres en augmentation, parce que les chiffres que j'ai donnés sur le mobile sont également les chiffres du fixe, qu'en réalité, on n'est pas face à un problème dans lequel, ou une perspective dans laquelle une technologie pourrait se substituer à l'autre, on est bien dans une logique de complémentarité. Les chiffres du marché le montrent. On vend de plus en plus d'abonnements à la fibre optique et en même temps de plus en plus de 4G. Donc ça, c'est la première remarque. Ensuite, pour apporter le très haut débit, finalement, qu'il soit fixe ou mobile, au plus grand nombre de gens, dans un pays comme la France, il faudra nécessairement recourir à un mix de technologies. L'essentiel sera apporté par la fibre optique, pour le fixe, et par la 4G, naturellement, pour les réseaux mobiles. Il peut se faire qu'il y ait des zones dans lesquelles, parce que c'est trop coûteux de déployer des réseaux fixes, fibre, voire VDSL, on puisse faire des expérimentations dans lesquelles on apporte le très haut débit via la 4G. C'est d'ailleurs ce qu'on fait, nous, en France, puisqu'on a une opération qui s'appelle Village numérique, et pour laquelle on a, dans 3 cantons en France, dans le nord et dans le sud-ouest, décidé d'apporter, moyennant un domino 4G qu'on installe chez nos abonnés, pour l'instant on le fait à titre gratuit, le très haut débit via la 4G. Donc la 4G peut être, mais je pense marginalement, un moyen d'apporter le très haut débit, comme l'est le satellite d'ailleurs aussi. Ça ne bouleversera pas, pour moi, les grands équilibres et le fait qu'en particulier, on a absolument besoin de monter en débit sur le fixe, tout en avançant de génération dans le mobile. Alors, on a évoqué les questions réglementaires et l'homogénéité réglementaire qui doit régner en Europe, la consolidation, l'évolution technique. Tout ça, ça conduit les opérateurs
à quel type de périmètre quant à leur service et finalement la structure de leurs revenus? Il y aura les ressources qui resteront attachées aux accès, avec toute la problématique sans doute de tarification qui est associée. Et il y a la perspective aussi d'être des concurrents efficaces face à ce qu'on appelle les opérateurs over the top. Dans le domaine du mobile, puisque c'est de cela dont on parle essentiellement à Montpellier, est-ce que vous avez des ambitions dans ce domaine? Comment vous vous situez vis-à-vis de ces acteurs? Et si je peux ajouter une autre question qui est associée, comment voyez-vous évoluer le débat sur la net neutralité? Qu'est-ce qui devrait être retenu finalement en Europe en termes de définition des obligations d'Internet ouvert? D'accord. Bon, sur le mix de revenus, accès, services, qui est un vieux sujet pour les opérateurs télécoms, moi personnellement, je suis quand même convaincu que, disons d'ici à 5 ans, on est en train de finaliser notre plan à horizon 2020 en ce moment, on aura quand même très grande part de nos revenus qui seront toujours liés à l'accès, fixe et mobile. Je ne vais pas dire de pourcentage, mais ça sera une proportion écrasante. Et après tout, il ne faut pas oublier quand même que ce qu'on attend de nous, opérateurs télécoms, dans cette révolution numérique, c'est d'abord de déployer les réseaux qui la rendront possible. Il faut avoir un petit nombre de priorités, identifier quelques verticales de services dans lesquelles nous pensons que notre positionnement d'opérateur peut nous apporter un atout, un avantage différenciant par rapport aux autres. Je prends juste un exemple qui est le paiement sur mobile. Aujourd'hui, en Afrique, on a dépassé les 12 millions d'utilisateurs de notre service de paiement sur mobile Orange Money. Donc c'est un grand succès, c'est une expérience qui est très utile pour nous. C'est un modèle économique aussi que nous construisons et qui commence à donner un peu quelques résultats, très faibles encore. Mais néanmoins, en Afrique, on a aujourd'hui plus de 1% de notre chiffre d'affaires qui est lié au paiement sur mobile. Puis il y a une dernière chose, c'est que nous, on a un modèle économique qui est fondé sur l'abonnement. Ce qui fait de nous, je dirais, des interlocuteurs dans ce monde numérique qui sont un peu différents de ceux qui proposent des services toujours gratuits, avec derrière la monétisation des données personnelles, qui est le cas, en gros, des acteurs over the top. Donc tout ça fait que nous pensons pouvoir être un acteur crédible dans le domaine des paiements sur mobile, ou même d'ailleurs plus généralement de la banque mobile. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres choses, je ne vais pas être trop long, mais en tout cas, Orange a clairement l'ambition d'être un acteur de l'innovation dans les services, en misant beaucoup sur l'open innovation d'ailleurs, c'est-à-dire sur l'ouverture vis-à-vis justement des créateurs, des startups. On a beaucoup de programmes dans ce domaine que nous développons. Après, il y a le sujet de la net neutralité. Bon, vous savez que les opérateurs ne sont pas très à l'aise avec la façon dont la net neutralité a été posée jusqu'à maintenant, parce que cette façon, elle est volontairement réductrice, elle est biaisée en fait, hein, j'allais dire presque qu'elle est mal intentionnée. Et elle ne pose pas vraiment le problème qui est aujourd'hui le problème d'Internet. Moi, je préfère, comme tous mes collègues, qu'on parle de neutralité globale de l'écosystème numérique ou d'open Internet plutôt que de neutralité uniquement du réseau. Parce qu'aujourd'hui, nous considérons qu'il y a, du côté des acteurs de services, beaucoup plus de risques qu'il y ait des formes de discrimination dans l'Internet que en provenance des opérateurs. Donc il y a là, je pense, un vrai sujet qui est déjà de changer d'approche, de changer de vocable et de considérer que les problèmes de neutralité, que je ne nie pas, ne concernent pas que les opérateurs, loin s'en faut, mais concernent tous les acteurs de l'Internet. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de risques, je ne vais pas citer de nom ici, mais qui sont liés à quelques grands acteurs de l'Internet qu'aux opérateurs de réseau. D'ailleurs, il y a un chiffre qui le montre. Quand vous regardez la part du trafic Internet qui est occupée par les principaux fournisseurs de services. Vous voyez que cette part, qui était en 2009, vous aviez à peu près 50% du trafic Internet qui était réparti sur 120 fournisseurs de services. Aujourd'hui, le même 50% sont occupés par seulement 20 opérateurs et le plus gros, qui est Google, représente à lui seul plus de 25% du trafic Internet mondial. Donc quand vous avez un tel phénomène de concentration qui peut pratiquement déboucher sur une forme de privatisation de l'Internet, nous considérons, nous, que les problèmes de neutralité, ils se posent de façon beaucoup plus forte. Donc on n'est pas du tout contre le débat de la neutralité, simplement on veut qu'il soit posé correctement, que ça ne devienne pas une façon systématique de cibler les opérateurs, et puis dernier élément, que ça n'empêche pas non plus les opérateurs de faire ce qu'ils doivent faire absolument pour que le système fonctionne, c'est-à-dire gérer leur réseau. On ne peut pas demander à des entreprises comme nous d'investir massivement dans les réseaux, et puis ensuite, surtout, de ne pas se préoccuper de la façon dont nos réseaux sont gérés
et managent le trafic. Ça, c'est impossible. Donc, voilà, je dirais d'une simple formule, la révolution numérique ne se construira pas sur les ruines des opérateurs télécoms. Est-ce que vous avez un dernier message à l'intention de l'IDAT, de l'assistance du DigiWorld Summit? Un de mes objectifs, clairs, pour Orange, c'est qu'on soit perçu comme des acteurs complètement immergés dans la révolution numérique et au fond, soucieux avant tout de construire des modèles économiques soutenables qui permettent en particulier d'investir et d'innover. Parce qu'on ne peut pas investir et innover si on n'a pas un modèle économique qui va avec. Et nous, à tout prendre, on préfère des modèles économiques transparents et notamment qui protègent aussi les données personnelles que d'autres modèles économiques. Voilà, donc ça c'est le credo des opérateurs. Il y a ça, il y a l'interopérabilité. Finalement, les valeurs du passé un peu des opérateurs peuvent être les valeurs du futur de l'Internet. Moi, j'en suis très convaincu. On a encore un peu de travail pour faire cette pédagogie, mais c'est l'objectif que nous nous fixons.